Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique. Le secrétaire général de Force ouvrière, l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La réforme du Code du travail, les négociations sur l'UNEDIC, mais aussi les derniers chiffres du chômage. Les sujets ne manquent pas. On commence par ces 27 900 chômeurs de moins en janvier. Un bon chiffre, encourageant, sauf que ces chiffres posent problème. Selon une partie de la presse, ils ne seraient pas fiables. Votre sentiment sur cette question, Jean-Claude Mailly? Oui, il y a effectivement un problème, mais un problème que reconnaît Pôle emploi. Ils ne cachent pas qu'il y a un problème. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a eu autant de personnes qui n'ont pas actualisé leurs droits. Vous savez que vous devez actualiser vos droits tous les mois. Là, il y a un nombre important de personnes qui n'ont pas actualisé leurs droits, donc ils n'ont pas l'explication. Pourquoi autant? Alors maintenant, s'il y a une légère baisse, tant mieux. Maintenant, on ne juge l'évolution du chômage que sur une tendance. Et là, on en est encore loin. Myriam El Khomri parle de tendance. Vous parlez de légère baisse. On n'est pas dans une tendance encore aujourd'hui. Pas encore. Écoutez, une tendance, c'est pas en un mois, ou en 2 mois, ou en 3 mois. Il y a eu un mois ça baisse, un mois ça monte, etc. Quand il faut une véritable décrue du chômage, d'abord, il faut qu'il y ait beaucoup de création d'emplois et il faut que la tendance soit sur au moins plusieurs mois d'affilée. Et c'est pas le cas encore. On a une baisse chez les jeunes. En revanche, on a toujours un chômage très fort chez les seniors. Tout à fait. Mais c'est un des problèmes, un des problèmes clés d'ailleurs. Il y a deux problèmes clés. Il y a à la fois chez les seniors, effectivement, où ça n'a jamais baissé depuis des années. Et il y a à la fois aussi le chômage de longue durée qui lui aussi continue à augmenter. L'augmentation du chômage chez les seniors, ça va d'ailleurs jouer sur la négociation en cours sur la convention d'assurance chômage, parce que quand vous êtes senior et que vous avez travaillé 36 mois dans les 3 années précédentes, vous pouvez avoir jusqu'à 3 ans d'indemnisation. Or, il faut savoir que chez les plus de 50 ans, un tiers utilisent tous leurs droits. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont terminé leurs 3 ans d'indemnisation, ils basculent dans les minima sociaux. Donc ça va être un des points clés. Donc prudence ce matin, et ce chiffre de 27 900 chômeurs en moins, il faut le prendre avec énormément de pincettes. Tout à fait, il faut le prendre avec des pincettes et attendre la suite. Un mot sur l'assurance chômage, la dette avoisine les 30 milliards, vous êtes en pleine négociation, dégressivité du côté du MEDEF, augmentation des cotisations de chômage, c'est ce que vous demandez. Ça va être difficile de vous mettre d'accord quand même, non? Vous savez, la dégressivité, c'est plus le gouvernement que le MEDEF qui en parle pour le moment. Pierre Gattaz en a parlé dans il a évoqué mardi à votre place. Il évoque le dossier, mais c'est surtout le gouvernement qui en a parlé avant. Non, écoutez, ça c'est la vieille recette qui a déjà été utilisée en France dans les années 90 et on l'a abandonnée. On l'a abandonnée parce que l'objectif c'était les gens ont moins d'indemnisation, ils retrouveront plus facilement un emploi. Or, mais l'augmentation des cotisations, c'est pas aussi une vieille recette? Non, attendez, c'est un des éléments des propositions de Force ouvrière. On en a toute une série d'autres. Non, ce qu'on rappelle, c'est que 0,1 point de cotisation, c'est 500 millions. Voilà, c'est l'ordre de grandeur que l'on donne. Non, mais par exemple, dans des économies que l'on peut faire. Faut savoir que quand c'était les ACDIC, avant Pôle emploi, on consacrait à peu près 7% du montant global pour le fonctionnement de tout le système. Avec la création de Pôle emploi, l'État nous a obligés à passer à 10%, à sa place, d'une certaine manière. Ça veut dire que c'est 1 milliard d'euros par an que l'UNEDIC verse à Pôle emploi à la place de l'État. Il y a des problèmes avec certains problèmes de frontaliers qui génèrent 300 millions de pertes de recettes. Voilà. Il y a toute une série d'éléments qui permettraient effectivement de retrouver, si ce n'est, on va pas dégonfler le déficit en un coup, c'est évident, mais en tous les cas de retrouver l'équilibre technique, on l'a déjà. On verse autant de prestations qu'on a d'indemnisation. Après, il y a quelques frais dont je viens de parler qu'il faut regarder. Donc sur ce dossier, le dialogue social n'est pas bloqué pour vous? Pour le moment, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué. Si bien la première journée, ça a été une journée de débat sur la méthode, etc. Et je vous rappelle que le 8 mars, prochaine journée de négociation, on va démarrer par la question des intermittents. Ça, c'est à la demande du gouvernement. Ça, c'est pas réglé non plus, la question des intermittents. Alors, venons-en, Jean-Claude Mailly, à la réforme du Code du travail. Vous parlez de désengage du Code du travail. Oui, parce que et de permis de licencier. Oui, c'est un permis de licencier, oui, tout à fait. Pourquoi un désengage? Il y a un problème de philosophie globale. On a dans notre pays, historiquement, avec des évolutions, une articulation des niveaux de négociation. Si la France est par exemple le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle des salariés, c'est parce que notamment nous avons des conventions collectives nationales. Donc le niveau national de négociation est important, même si bien entendu, il faut aussi négocier dans les entreprises. Là, la philosophie, c'est de dire on passe directement d'une certaine manière à l'entreprise. On squeeze dans beaucoup de cas
le niveau national. C'est-à-dire qu'on renvoie tout dans l'entreprise, comme on l'a fait au Portugal, comme on l'a fait en Espagne. Ça a conduit à un effondrement du nombre de salariés couverts par des conventions collectives. Et donc, je prends le premier exemple, c'est sur la durée du travail et sur les heures supplémentaires. Ça veut dire que il y a une règle assez souple fixée par la loi. Après, on va directement dans l'entreprise. Et le niveau national n'existe plus. La branche disparaît. Voilà. Donc ça, c'est une véritable inversion dans la conception des relations sociales en France. Après, il y a tout. Avec ces problèmes-là, il y a tous les problèmes qu'on évoque, plus d'autres qu'on n'évoque pas. Faut savoir que quand vous prenez le projet de loi, qui est assez épais, presque dans tous les articles, il y a un loup, quoi. Aujourd'hui, quand vous travaillez de nuit, vous êtes obligé, avant de travailler de nuit, d'avoir une visite par le médecin du travail pour voir si vous êtes apte, si vous avez des problèmes de santé, et des contrôles tous les 6 mois. Là, on supprime ça. Il y aura plus de contrôle, par exemple. Il y a toute une série de dispositions. La définition de la semaine. Jusque maintenant, c'était une semaine, c'est démarré le lundi, ça terminait le dimanche. Là, l'employeur pourra choisir les 7 jours, pourra démarrer le mercredi. Ça a des conséquences, tout ça. Mais quand vous entendez parler de flexi-sécurité, qu'est-ce que vous répondez ? Oui, je conseille d'aller voir ce qui se passe au Danemark et de discuter avec les syndicats danois. On en a beaucoup parlé au Danemark dans un autre contexte et les syndicats danois nous disent c'est pas la panacée, la flexi-sécurité. Donc, ce sont des mots, ça, c'est comme on dit moderne, ancien, etc. Ça, c'est quand on sait plus quoi dire, quoi. Non, moi, Non, mais le MEDEF, par exemple, estime que ça déverrouille le marché du travail, ces mesures. Donc, ça va permettre d'embaucher. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre Gattaz ? Qu'il a un problème psychologique, Pierre Gattaz. Un problème psychologique. Si pour pouvoir embaucher demain, il faut pouvoir licencier aujourd'hui. Écoutez, moi, je comprends pas. Il y a eu un code du travail qui a déjà été remis en cause en partie. Et il y a 10 ou 15 ans, il y avait de la croissance sans que pour autant le code du travail ait été modifié. Pensez que le principal problème dans notre pays pour l'emploi, c'est le code du travail. Alors qu'on nous approuve la preuve statistique, la preuve économique, personne, il y a pas d'accord là-dessus. On voit ce qui a été fait chez nos voisins. Je parle de l'Angleterre, je parle par exemple de l'Allemagne. Bon, il y a quand même moins de rigidité et il y a eu des créations d'embauches. Dans un hebdomadaire, je vais pas faire de pub de cette semaine, il y a une interview du président du principal syndicat allemand, Rainer Hoffmann, sur la situation allemande. Je vous conseille la lecture, vous verrez, les syndicats allemands sont très critiques, y compris sur les conséquences de la réforme Hartz, sur l'augmentation de la précarité, l'augmentation de la pauvreté en Allemagne. Quant à l'Angleterre, vous savez, les contrats 0 heure, c'est pas ce que réclament les salariés et les syndicats anglais aimeraient bien que ça disparaisse. Non, mais le taux de chômage est 2 fois moins fort qu'en France. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits dans les, je sais plus comment ça s'appelle, le système d'assurance de chômage au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits parce qu'ils n'ont pas de droit. C'est la grève pour vous, donc c'est un casus belli ce texte. Vous appelez à la grève. Ce que j'ai expliqué, j'ai ça, un texte comme ça qui est une forme de provocation en même temps. Il n'y a pas d'amendement possible. Ça mérite une grève parce qu'il y a un problème de démarche globale et il y a plein de problèmes lourds dans ce texte sur les licenciements, sur les prud'hommes. Jean-Claude Naïf, vous réclamez purement simplement le retrait du texte. Ce que j'ai expliqué, si le gouvernement, parce que vous savez que la concertation, elle a quand même été limite. On n'a jamais eu le texte complètement dans les mains. Quand vous discutez au ministère du Travail, qu'on vous montre le texte, qu'on vous le retire, quand vous ne voyez pas tous les articles qui sortent, c'est-à-dire qu'il y a une surprise quand le texte, on l'a même eu après les journalistes, 2 heures après. Donc c'est ça la concertation version Manuel Valls, François Hollande. Ça veut dire que c'est une minimum de concertation. À partir de là, si le gouvernement veut effectivement discuter, il y a une solution. Il dit écoutez, ok, allez, on se calme. Je suspends le texte et j'ouvre des discussions. Oui, enfin discuter donc suspension du texte. Oui, on suspend d'abord et on dit. Et là, on peut discuter. Sinon, c'est quoi ? Sinon, ils vont faire ce qu'ils font en ce moment. Mais c'est pas ce qui va se passer puisque Manuel Valls a dit qu'il ira jusqu'au bout. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Ils discutent avec une organisation syndicale. Voilà, ils discutent avec la CFDT, et puis il suffisait de lire ce qu'a écrit Laurent Berger dans Le Monde il y a quelques jours, en disant voilà, nous, nos 3 points contestés, c'est cela. Alors bougez là-dessus, puis le reste, on l'avale. C'est ce qui est en train de se faire. En gros, ils sont en train de discuter à la longueur de la corde. C'est ça que ça signifie. Alors, si ça ne bouge pas, il y a 2 réunions de prévues le même jour, le 3 mars. Une réunion le matin, on y sera d'ailleurs, sur analyse du texte, etc. Et une réunion l'après-midi avec ceux qui veulent mobiliser. Et FO y sera. Et nous pensons qu'effectivement, alors après on discutera avec les autres organisations, une journée de grève, des manifestations, il y a une date qui tourne, c'est la date du 31 mars, on en a déjà parlé. Il y aura plusieurs organisations syndicales, il y aura peut-être les organisations étudiantes et lycéennes, c'est possible, voire d'autres personnes. Vous êtes divisés tout de même sur cette question, pour l'instant, les syndicats. Oui, mais il y a ceux tels que la CFDT qui ne savent plus ce que c'est que manifester. Même ceux qui sont contre le texte n'avaient pas forcément les mêmes intentions.
Écoutez, j'ai cru comprendre qu'au moins une organisation comme la CGT ou d'autres était prête aussi à se bouger, voire j'ai lu, j'ai lu y compris à la CGC qui n'excluait rien, etc. Bon, il y a une organisation principale qui aujourd'hui accompagne le gouvernement, fait partie de la majorité, quoi. 31 mars, donc grève, ça vous résume, possibilité, on décidera ça définitivement le 3 mars, mais c'est la date qui tourne. Alors, la grogne n'est pas que syndicale, elle est aussi politique. Il y a eu cette tribune dans Le Monde, signée Martine Aubry. Ça vous a surpris ou pas ? Non, ça m'a pas particulièrement surpris. Plusieurs personnes que je connais très bien et je savais ce qu'ils pensaient sur toute une série de choses. Enfin, on peut au moins reconnaître. Moi, je fais pas de politique. Vous aviez des contacts avec les signataires, vous saviez par exemple ? Non, mais j'ai des contacts avec certains, mais réguliers, pas là-dessus particulièrement. Oui, comme avec d'autres. C'est pas ciblé. Enfin, on peut au moins reconnaître une chose à Martine Aubry. Elle fait partie. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu à droite également. Elle fait partie de ceux qui ont été de bons ministres du travail. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien les relations sociales, le code du travail, la manière de négocier, etc. Je vous rappelle qu'elle a été directrice du travail, qu'elle a été ministre du travail. Donc quand elle s'exprime sur ces questions-là, je pense que certains devraient l'écouter. Manuel Valls, Myriam El Khomri ? Oui, qui connaissent moins bien le travail que Martine Aubry. Et Manuel Valls, vous réclamez quelque chose de particulier en dehors du retrait du texte ? Vous aimeriez que ça aille plus loin ? Non, mais si le Premier ministre pense tient au dialogue social, et ça veut dire qu'il discute et qu'il écoute, parce que si on s'excitait pour ne pas écouter, ça sert pas à grand chose. Qu'il annonce pour calmer le jeu, qu'il suspend son texte. Alors, on n'est pas au 19e siècle, on est au 21e siècle, ça s'annonce pas... Oui, mais enfin, attendez, ça, ce sont des mots. Vous savez, quand on sait plus quoi dire, on dit, moi, je suis moderne et l'autre, il est ringard. Bon, ça, une fois qu'on a dit ça prouve quoi? Rien du tout. Moi, je pense que, moi, je peux très bien faire le même jeu, et de dire, le 21e siècle, pour Manuel Valls, sera libéral ou pas. Voilà, j'ai dit une formule et ça sert à quoi? Donc, vous êtes prêt à vous asseoir autour d'une même table, mais pour ça, il faut la suspension. Oui, il faut qu'on ait le temps de discuter. Écoutez, on veut pouvoir discuter article par article, expliquer les conséquences, etc. Il y a beaucoup de choses qui sortent actuellement. Quand sur une heure de discussion, comment voulez-vous examiner un texte comme ça? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plein de problèmes, on les a découverts à la lecture du texte. Ça veut dire que ça n'a pas été consulté. Pour un gouvernement qui se félicite et qui parle toujours de dialogue social, c'est un 0 pointé. Le secrétaire général de FO, l'invité de Radio Classique. Merci Jean-Claude Maillet d'avoir répondu à mes questions. Très bonne journée. Merci.